Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre un temps pour échanger entre vous. Le besoin d'amour. Que devient l'amour après le mariage? Le désir de connaître l'amour romantique dans le mariage est profondément ancré dans notre nature. Notre langage de l'amour et celui de notre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. L'important est de parler le langage que comprend notre conjoint. Aucune fatalité n'exige que l'amour s'estompe après la cohabitation ou le mariage. Mais pour le maintenir en vie, nous devons tous faire l'effort d'apprendre un autre langage de l'amour. Car nous devons nous exprimer dans la première langue que notre conjoint connaît. Se sentir aimé. Parmi les besoins affectifs fondamentaux, aucun n'est plus vital que l'amour. Si l'enfant est entouré d'affection, il deviendra un adulte responsable. Sans cet amour, il sera handicapé sur le plan de l'affectivité et de la sociabilité. Chaque enfant possède un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Quand l'enfant se sent aimé, il se développe normalement. Mais quand son réservoir d'amour est vide, il pourra connaître des problèmes comportementaux. Le fait de tomber amoureux répond temporairement à ce besoin, mais n'offre qu'une solution provisoire. Se pourrait-il qu'au plus profond des conjoints meurtris, il y ait un réservoir émotionnel affectif vide? L'état de ce réservoir serait-il la clé de la santé du mariage? Le coup de foudre versus aimer. Nous parvenons généralement au mariage parce que nous sommes tombés amoureux. Nous avons rencontré quelqu'un dont le physique et la personnalité provoquent en nous une onde électrique. À son apogée, l'expérience du coup de foudre est euphorique. Malheureusement, l'éternité du sentiment amoureux est une fiction et non une réalité. Nous finissons toujours par redescendre de notre nuage. Nos yeux s'ouvrent et nous voyons les imperfections de l'autre. Une fois généralement les 2 premières années passées, nous commençons à penser à nouveau à nous-mêmes. À ce stade, ou bien nous prenons nos distances, nous nous séparons, divorçons et partons en quête d'une nouvelle expérience amoureuse, ou bien nous décidons d'apprendre à nous aimer sans le besoin euphorique d'être amoureux. Cet amour appartient lui aussi au domaine de l'émotion, mais pas celui de l'obsession. Il associe raison et sentiment. Il implique un acte volontaire, exige de la discipline et reconnaît la nécessité du progrès personnel. Je suis en couple avec toi, je décide donc de rechercher ton intérêt. Voici donc les 5 langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, d'encouragement, les moments, dialogues et activités de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Je vais développer maintenant ces 5 langages de l'amour. Le premier, donc les paroles valorisantes ou les paroles d'encouragement. Prononcer des paroles qui font du bien, des compliments, des mots d'appréciation. Cela motive davantage que les remontrances. Nous sommes beaucoup plus disposés à rendre l'appareil. Encourager, c'est insuffler du courage. Notre encouragement doit s'appuyer sur la sympathie et la vision du monde propre à notre conjoint. Nous devons d'abord découvrir ce qui compte pour lui. Il se peut que nous ayons du mal à prononcer des paroles encourageantes, car ce n'est pas notre premier langage de l'amour. Les mots, dits sincèrement et avec douceur, peuvent exprimer un amour authentique. La personne qui parle ainsi veut s'ouvrir à son conjoint.
Il nous est également arrivé de débiter des paroles cruelles ou de commettre des actes malveillants à l'encontre de notre conjoint. Impossible d'effacer le passé. Nous n'en pouvons que l'assumer et reconnaître que nous avons mal agi. Nous pouvons demander pardon et nous efforcer de faire mieux à l'avenir. Le pardon est la voie de l'amour. Le pardon est une ferme résolution, une expression de l'amour. Je t'aime, je me soucie de toi et je décide de te pardonner, même si je me sens encore meurtri. J'interdis ce qui s'est passé de s'interposer entre nous. L'amour formule des requêtes et non des exigences. Si j'exige une chose de mon partenaire, je deviens le parent et lui l'enfant. Or, dans le mariage, nous sommes des partenaires adultes et égaux. Lorsque nous exprimons un désir à notre conjoint, nous soulignons sa valeur et ses aptitudes à le réaliser. Mais si nous posons une exigence, nous ne sommes plus un amant, mais un tyran. Notre conjoint peut se sentir alors rabaissé et non valorisé. La requête laisse celui qui la reçoit libre de sa décision. Le conjoint peut accéder à la demande ou la rejeter, car l'amour résulte toujours d'un choix. Le fait de savoir que notre conjoint nous aime suffisamment pour répondre favorablement à l'un de nos désirs nous fait comprendre qu'il prend soin de nous et tient à nous faire plaisir. Le deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Être ensemble. Pouvoir se regarder et se parler en s'accordant mutuellement une profonde attention. Se promener juste à deux ou aller au restaurant. Sans le téléphone portable. Le temps mis dans une activité commune montre que nous apprécions d'être ensemble et que nous aimons faire certaines choses à deux. Une relation exige une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées de l'autre, ses sentiments et ses désirs, sans analyser les problèmes, sans proposer de solution. Les moments de qualité, dans ces moments de qualité, il faut essayer, je dis bien essayer, on peut être intimidé, de maintenir un contact visuel avec notre conjoint lorsqu'il parle. Ne rien faire d'autre en l'écoutant. Être à l'affût des sentiments, des émotions. Observer le langage du corps. Se garder de l'interrompre. S'engager dans un dialogue de qualité, c'est aussi accepter de s'ouvrir à l'autre, de donner accès à son cœur et à ses pensées. Beaucoup d'adultes ont grandi dans des milieux où le partage des pensées et des sentiments était condamné plutôt qu'encouragé. Et souvent, dans les couples, on distingue deux types de personnalités. Soit plutôt quelqu'un qu'on va appeler mère morte, une personne capable de garder pour elle tout ce qu'elle vit. Et l'autre type de personnalité, c'est plutôt le torrent babillard, personne qui ne peut s'empêcher de raconter tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend. Bien sûr, on peut toujours nuancer. La bonne nouvelle, c'est que la première peut apprendre à parler et la seconde à écouter. Pour cela, vous pouvez par exemple prévoir journellement un temps de partage au cours duquel chacun évoquera 3 faits qu'il aura vécus ce jour-là et les émotions qu'ils auront suscitées. La résultante des activités de qualité est la constitution d'une banque de souvenirs dans laquelle les conjoints pourront puiser au cours des années ultérieures. Troisième langage de l'amour, les cadeaux. Cadeaux, argent et dons de soi. Il faut penser à la personne en question pour lui offrir un présent. La valeur marchande du cadeau n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait pensé à elle. Symboles visibles de l'amour qui peuvent être achetés, trouvés ou confectionnés. Dans les moments de crise ou d'épreuve, notre présence physique est le cadeau le plus efficace que nous puissions donner à notre partenaire.
s'il est sensible au langage des cadeaux. Si la présence corporelle de notre conjoint revêt beaucoup de prix à nos yeux, je vous encourage à le lui dire. Quatrième langage de l'amour, les services rendus. Décharger son partenaire en faisant certaines choses pour lui. Ils exigent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. S'ils sont accomplis dans un esprit positif, ils sont d'authentiques expressions d'amour. L'amour, je le répète, résulte d'une décision libre. Il ne saurait donc être contraint. Reproches et revendications peuvent faire céder le partenaire. Il accomplira alors ce qui lui est demandé, mais il ne le fera pas par amour. Les gens ont tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. C'est une façon inefficace de réclamer de l'amour. Les critiques ont souvent besoin d'être explicitées. Je vais faire la différence maintenant entre paillasson ou amant. Le paillasson est un objet inanimé. Nous pouvons essuyer nos pieds dessus, le secouer, le battre, en faire tout ce que nous voulons. Il peut nous servir, mais pas nous aimer. La manipulation par la culpabilité n'est pas un langage de l'amour. La contrainte par peur ne fait pas intervenir l'amour non plus. Si nous nous laissons exploiter ou manipuler par autrui, nous n'agissons pas par amour. Dans les services rendus, il va falloir apprendre à dépasser les stéréotypes. Pour apprendre le langage d'amour des services rendus, certains auront besoin de revoir et corriger les clichés, la vision qu'ils ont des rôles spécifiques de l'homme et de la femme. Quelle que soit notre perception des choses, il est probable que notre conjoint conçoive les rôles respectifs du mari et de la femme différemment de nous. Le fait d'apprendre et de pratiquer le langage de l'amour du partenaire change radicalement le climat sentimental du couple. Le dernier langage de l'amour, le toucher physique. Le toucher est un moyen puissant pour communiquer son amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles sont autant de façons de faire ressentir au conjoint qu'il est aimé. Mais ne croyons surtout pas que le contact physique qui nous procure du plaisir à nous aura le même effet chez notre partenaire. La recherche de nouvelles pratiques et zones sensibles pour communiquer notre amour peut représenter un grand défi. Le corps est fait pour être touché et non pas abusé. À vous de mettre en pratique maintenant l'amour en action. Si nous voulons maintenir plein le réservoir émotionnel de notre conjoint, il est important que nous apprenions à parler son langage d'amour familier. Pour connaître notre langage d'amour privilégié, examinons les paroles ou les actes par lesquels nous faisons comprendre à notre conjoint que nous l'aimons. 3 moyens pour découvrir le langage d'amour qui nous est le plus naturel. Voici les 3 questions à se poser. Dans ce que notre conjoint fait ou omet de faire, qu'est-ce qui nous blesse le plus ? Qu'avons-nous le plus souvent réclamé de notre conjoint? Comment exprimons-nous généralement notre amour à notre conjoint? Juste pour signaler, il y a 2 types de personnes qui peuvent éprouver des difficultés à découvrir leur premier langage de l'amour. D'une part, celle dont le réservoir émotionnel est plein depuis longtemps. D'autre part, l'individu dont le réservoir émotionnel est vide depuis très longtemps. L'amour résulte d'une décision. L'amour n'efface pas le passé, mais il construit un avenir différent. Quand nous choisissons de communiquer à notre partenaire des expressions actives de l'amour qu'il comprend, nous créons un climat émotionnel propice au règlement de conflits. La satisfaction des besoins d'amour de notre conjoint est le résultat d'un libre choix de notre part. Lorsqu'une initiative ne vient pas de façon naturelle, elle exprime une plus grande preuve d'amour de notre part. L'amour est une attitude qui nous oriente vers autrui et non vers nous-mêmes, qui recherche le bien-être d'autrui et non le nôtre. Nos actions prévalent sur nos émotions. L'amour fait une grande différence. L'amour de notre partenaire contribue à rehausser notre estime personnelle.
Lorsque notre conjoint nous consacre de son temps, de son énergie, de ses efforts, nous ne doutons plus de notre valeur. Dans la sécurité que garantit l'amour, les conjoints peuvent mettre au jour leurs divergences et en discuter sans se manquer de respect ou s'emporter. L'amour-sentiment peut-il renaître dans le couple? Soyons certains que oui. La condition? Apprendre à parler le langage d'amour de notre conjoint et s'engager à le pratiquer. Aimer celui qui n'est pas aimable. Il nous est plusieurs fois arrivé d'éprouver mutuellement des sentiments de haine. Lorsque la colère est refoulée, elle engendre de la haine. Si nous continuons sur le chemin des revendications et des récriminations, nous finirons par détruire notre couple. À partir du moment où nous avons chacun commencé à parler le langage de l'amour de notre conjoint, les sentiments de colère et de haine s'estompent. Si les conjoints ont des réservoirs émotionnels vides, ils auront tendance à se disputer et à s'éloigner l'un de l'autre. En revanche, si leurs réservoirs sont pleins, un climat d'amitié et de compréhension mutuelle se créera, propice à l'examen paisible des divergences d'opinion et à la recherche de solutions négociées. À vous d'échanger maintenant. Pour ma partie, c'est fini. Donc j'ai quand même pris beaucoup de temps pour vous expliquer ces 5 langages de l'amour. Je vais vous faire une version courte pour ensuite pouvoir faire l'exercice. Donc à vous de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Toujours pareil, 3 petites questions, hein, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment c'est chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Pour cette vidéo, je me suis inspirée de l'auteur Gary Chapman. Je vous laisse les références de son ouvrage dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit pour une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour de nouveaux sujets.